Chapitre 4, mesures de dispersion. Donc, après avoir étudié les mesures de tendance centrale, il est important de voir les mesures de dispersion, puisque pour décrire, pour avoir un bon coup d'œil d'une série statistique, ce n'est pas suffisant d'uniquement avoir accès à la moyenne, à la médiane et au mode. La dispersion des données va également nous donner un bon indice de comment la série est distribuée. Donc, les trois mesures de dispersion que nous verrons sont l'écart type, que vous avez sans doute entendu parler déjà, l'étendue et le coefficient de variation. Donc, avant de parler de ces mesures de dispersion, je vais justifier un peu l'utilité qu'elles vont avoir à l'aide d'un exemple. Donc, on a une situation ici, on s'imagine deux groupes dans une classe d'un cours, par exemple, de méthode quantitative, où il y a seulement 6 élèves, OK, pour que les calculs soient faciles. Et nous allons observer les données à partir des mesures de tendance centrale uniquement. Donc là, évidemment, avec 6 données dans chaque série statistique, on peut tout de suite voir un peu la différence. Mais imaginez-vous qu'il y a 250 données, donc on a de la misère à discerner à l'œil euh, comment les données sont distribuées. Puis tout ce qu'on a accès, c'est au mode, à la médiane et à la moyenne. Dans le premier exemple, on a toutes la même valeur, toujours la même valeur, 50, mais dans le deuxième aussi. Et là, si je n'avais pas accès aux données, puis qu'on me donnait, que j'avais seulement ces résultats, ben, premier coup d'œil, je dirais, ben, les deux séries statistiques doivent être pareilles, étant donné que le mode, la médiane et la moyenne sont identiques dans les deux cas. On est en mesure de dire effectivement que c'est symétrique, ça c'est certain. Mais quand on regarde comment les données sont regroupées autour de la moyenne, comment elles sont dispersées, on voit qu'il y a une énorme différence. Si j'avais à faire un schéma, ici, ben, on voit qu'il y a une très grande dispersion, alors qu'ici, c'est fortement, si on faisait un graphique, fortement regroupé autour du mode médiane moyenne. Donc, pour caractériser, pour distinguer ces deux séries, ici second group, désolé, ça va être le deuxième groupe. Donc, pour caractériser ces deux séries statistiques, nous allons avoir besoin d'une mesure de dispersion. OK? Donc, c'est là que le rôle de l'écart type, de l'étendue et du coefficient de variation vont être importants. Juste un petit rappel, ici dans mon exemple, vous voyez qu'on a utilisé le symbole mu à chacun des mises en situation, puisque nous avions affaire à une population d'étudiants. On avait accès aux notes de toute la classe, même s'il y avait juste 6 étudiants. Donc, population, on n'aura pas les mêmes symboles pour la moyenne. Puis vous allez voir que ça va être un peu la même chose dans le cas des écarts types. Donc, la première mesure de dispersion, la plus simple, bon, la plus simple, qui est facile à calculer, mais qui ne donne pas nécessairement beaucoup d'informations, c'est l'étendue. Donc, l'étendue, c'est tout simplement de regarder l'écart qu'il y a entre la valeur maximale et la valeur minimale dans la série de données. Ce que nous avons appelé la série 5, c'est ici pour le deuxième groupe. Donc, dans mon exemple, là, si on nous demande de calculer l'étendue pour la série 5, bien, on prend la valeur maximale qui est de 52, la valeur minimale qui est de 48. Donc, l'étendue ici va tout simplement être de 52. Donc, l'étendue ici va être de 52 moins 48. On a un écart de 4. Donc, j'ai dit l'étendue se calcule très facilement, mais ça ne donne pas tant d'indices sur la dispersion de l'ensemble des données, uniquement sur la plus grande et la plus petite. Donc, il pourrait s'avérer que ces valeurs-là soient aberrantes, là, qu'ils soient isolées dans leur coin. Ce n'est pas nécessairement très parlant. Mais comme c'est facile à calculer, on l'utilise tout de même. Donc, l'interprétation, toujours aussi important de bien interpréter. Il y a un écart ici, ce sont des pourcentages, là, la note est sur 100, donc de 4 entre le meilleur résultat, donc le résultat du meilleur étudiant, le meilleur résultat, et le moins bon.
Parmi quoi? Pourquoi? Ben, dans le cadre d'un examen de méthode quantitative pour une classe de 6 étudiants. Voilà une belle phrase. Donc, les mots-clés ici, écart entre le plus élevé et le moins élevé. Donc, ici, on parle de meilleur et de moins bon. Et la valeur de l'étendue. L'écart type maintenant, qui va être beaucoup plus parlant, puisqu'il va nous donner un indice sur la dispersion de l'ensemble des données, non pas seulement des valeurs extrêmes. Donc, vous voyez ici la formule, là, on va en parler. Là, on va surtout utiliser une calculatrice pour calculer l'écart type. Mais déjà, regardez la distinction qui se fait entre l'écart type d'une population et l'écart type d'un échantillon. En premier lieu, le symbole n'est pas le même. Dans le cas d'un échantillon, l'écart type est représenté par la lettre S. Dans le cas d'une population, par la lettre grecque sigma. Et dans la formule, on ne divise pas par la même valeur. Donc, S, on divise par n-1. Sigma, on divise par n. On va en parler un peu plus tard. Lorsqu'on fait un calcul avec un tableau de fréquence ou un tableau avec classe, c'est un peu le même principe. On va prendre notre représentant, puis on va tout simplement multiplier chacune des valeurs. Je ne vais pas tout de suite expliquer la formule comme ça. C'est une formule qui a l'air un peu complexe. Comme je l'ai dit, on va surtout utiliser notre calculatrice pour calculer l'écart type. Mais je vais essayer de vous donner une intuition de ce que représente l'écart type avec un tableau. Mais évidemment, je répète, il y a des vidéos, des tutoriels qui sont disponibles en ce moment sur Moodle où vous pourrez utiliser vos fonctions statistiques pour calculer éventuellement vos écarts types. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va prendre la série 4, donc qui était nos résultats qu'on avait obtenus, qui sont dans le fond ici, là, les résultats qu'on avait obtenus pour la première classe. Et nous allons calculer pour chacun de ces résultats l'écart à la moyenne. Donc, lorsque nous avons calculé la moyenne, mu, nous avons obtenu 50, ce qui fait en sorte que si on nous demande de faire x moins mu, si on va faire 0 moins 50, donc ça fait un écart à la moyenne de 50. Moins 50, très important ici, on va regarder le signe. Ici, on va voir un écart à la moyenne de moins 49, un écart à la moyenne de 0, écart à la moyenne de 0, écart à la moyenne de 49, écart à la moyenne de 50. L'écart type, ce que ça représente, ça va essayer de nous donner en moyenne quel est l'écart de chaque résultat par rapport à la moyenne. Donc, lorsqu'on compile les différents écarts à la moyenne, moins 50, moins 49, on essaie de voir c'est quoi en moyenne l'écart. Et autant quand on est en dessous qu'on est au-dessus. Si on appliquait simplement la formule de la moyenne, si dans le fond on additionnait ce que j'ai mis, pardon, si on additionnait ces résultats-là et qu'on divisait par 6, bien, imaginez donc, étant donné qu'on a une distribution symétrique, les négatifs et les positifs s'annulent, on aurait 0. Est-ce que c'est vrai qu'en moyenne, les gens sont à 0% de la... Non. Il faut éviter que les négatifs et les positifs s'annulent. Donc, l'idée, l'astuce, va être de mettre ces résultats-là au carré. Donc, je répète, si nous faisons la somme des écarts à la moyenne, ça donne 0. Si on fait la moyenne de tout ça, ça va être difficile d'être représentatif de la situation. Ce que nous faisons, nous mettons plutôt nos résultats, donc x moins, donc notre moins 50, nous allons le mettre au carré et nous obtiendrons comme valeur 2500. Donc, nous, en mettant au carré, on obtient automatiquement une valeur positive. Donc, je prends moins 49, je le mets au carré. Ici, ça reste 0, ça reste 0. Et là, quand je fais la somme de tout ça, bien, je fais la somme parce qu'éventuellement, je vais diviser par 6. Hein, je vais prendre tout ça ici, je vais l'additionner et ça me donne 9802. Mais comme on a fait un nombre au carré, c'est plus tant représentatif de cette somme-là quand on l'additionne. On l'a mis au carré, c'est plus tant représentatif des vrais écarts. Donc, nous allons contrebalancer. On va revenir à un bon ordre de grandeur en faisant la racine carrée de cette valeur.
Donc, la moyenne 1802 divisé par 6 va nous donner en moyenne notre écart au carré. On fait la racine carrée et nous obtenons ici l'écart type. Je vous invite à appuyer sur pause et à utiliser votre calculatrice et à l'aide de ces données-là, d'aller chercher la valeur sigma sur votre calculatrice. Là, vous chercherez si vous avez une Sharp ou une Casio. Le tutoriel est disponible sur Moodle, je répète. Vous devriez obtenir 40,42. Donc, 40,42, on l'interprète de la façon suivante, c'est qu'on dit en moyenne, chaque individu, chaque résultat, chaque donnée est à 40,42% de la moyenne. D'accord? Donc, en moyenne, on est à 40,42 de la moyenne. Voilà l'idée derrière l'écart type. Bon, petite remarque, pourquoi divise-t-on par n-1 dans le cas d'un échantillon? Bien, c'est tout simplement que on va se donner un petit peu de jeu, un petit peu de chance, parce que quand on prend un échantillon, on se dit qu'on n'est pas nécessairement tout à fait représentatif de la population, puis divisé par n-1, ça va faire en sorte que l'écart type va être un peu plus grand. Donc, l'écart type d'un échantillon devrait toujours être un peu plus grand que la population, puisque si on prend un peu moins d'individus, bien, ça se peut que nous ayons manqué un peu la dispersion totale. Okay? Donc, c'est un peu ce qui est résumé dans le texte qui est là. Donc, voilà pour les écarts types. Maintenant, prochain exemple. Prochain exemple qui va nous servir à parler des coefficients de variation. Donc, on a dit que l'étendue était, oui, bien utile puisque c'était simple, mais ne nous donnait pas d'indication sur la dispersion de l'ensemble des données. L'écart type le fait, mais même l'écart type a un peu ses limites. Donc, nous verrons dans une prochaine vidéo la raison pour laquelle nous devons aussi parler de coefficients de variation lorsque nous abordons le sujet des mesures de dispersion.